ella. especial para ella. Ajá, entonces ella estaba súper feliz, como súper agradecida por eso, porque se ha esforzado mucho. Entonces yo le dije, ay, qué linda, amor, así van celebran el cumpleaños, pero también... C'est quoi, selon toi, le profil idéal pour réussir un challenge propre ferme? Je pense avoir les bonnes attentes. Avoir les bonnes attentes parce que, toi-même tu sais, mais la majorité des gens qui veulent passer un challenge propre firm, en fait, s'attardent sur un problème qu'ils n'ont pas encore. Tu vois, c'est pour parler d'un point de vue business, où plus de gens comprennent, c'est comme ceux qui vont bloquer à l'étape numéro 1 de leur business parce qu'ils pensent déjà aux impôts. Ouais, full, il y en a plein. Alors que putain, les impôts, une fois que tu as ce problème-là, c'est une bonne chose. Et en trading, quand ton seul problème à régler, c'est le capital, c'est avoir plus de capital pour pouvoir scaler. C'est pas trop le problème presque. C'est un super problème à avoir et il est plutôt facile à régler. Ouais, et les prop firms, c'est une solution qui, j'ai envie de dire, est récente, la manière dont c'est fait. Mais sinon, des solutions, il y en a plein. Et c'est d'ailleurs tout le core business model principal d'un fonds d'investissement qui ont toute une sales team pour essayer de lever du capital et avoir plus de fonds. Eux, leur problème, c'est avoir plus de capital. Mais 97% des gens qui regardent mon contenu, etc., leur problème, c'est pas scaler du capital. Leur problème, c'est développer une bonne stratégie, être régulier, être bon avec sa psychologie, etc. Et absolument pas le capital. Donc, pour revenir sur la question, c'était quoi? En gros, quel est le profil idéal? Voilà, le profil idéal, c'est quelqu'un de réaliste, quelqu'un qui voit la vérité en face et qui comprend que, en fait, la partie capital, c'est vraiment la fin, c'est pour mettre un petit peu plus de levier à ce que tu fais. Mais pas le début. Et malheureusement, il y en a plein qui se fument et... alors d'un côté, le business des prop firms se régale, hein, évidemment, ils se régalent à voir des débutants qui sont, je sais pas comment on dit en français, delusional, genre qui sont délusionnels, ouais, je vois. et qui pensent que c'est le problème, et qui pensent qu'ils n'arrivent pas à trader avec 1000 balles, mais avec 200 000 balles, là ça va le faire, là ils vont être sérieux, là, alors que, bon voilà. Voire même c'est peut-être plus compliqué, je pense. Ah oui, bien sûr, capital plus élevé, voilà. En théorie c'est la même chose, mais en pratique c'est un petit peu différent. Et donc, qu'est-ce que tu regarderais en priorité quand tu analyses les performances d'un élève? Qu'est-ce que tu regardes en priorité pour savoir si l'élève va vers une rentabilité ou savoir s'il est rentable ou non? Ou qu'est-ce que tu analyses en priorité? C'est une bonne question. Je pense que la fréquence des trades, c'est déjà un très bon indicateur. En fait, la fréquence des trades, en sachant quel time frame, en fait, connaître plus ou moins son framework. Quel time frame il trade, pourquoi il trade ce time frame là, ok. Et une fois que j'ai ces informations là, regardez la fréquence, combien de trades il prend. Si c'est en accord avec le framework, avec les time frames qu'il décide de trader. Parce que dans beaucoup de cas, le problème c'est pas que les gens n'arrivent pas à trouver des très bons trades. On va dire les très bons trades, ils les ont dans le lot de merde qu'ils ont pris, quoi. Et en fait, voilà, beaucoup se focus sur le mauvais truc qui est essayer de prendre plus de trades gagnants. Alors que juste, tu divises par 2 le nombre de trades perdants, bah, tu peux être rentable. Oui, c'est vrai. Donc, pour moi, c'est un gros telltale. Ok. Et en tant que premier pas vers le trading, donc en réel, tu recommandes plutôt un compte propre ou propre firme? Au début, compte propre direct. Compte propre direct. Je pense que l'évolution normale, c'est compte démo, évidemment. À la suite d'un compte démo, un compte propre. Et si tu avais genre 1 milliard de dollars sous gestion, est-ce que tu changerais ton niveau de risque? 1 milliard? Est-ce que le risque change? Comment ça se passe? Je pense que ça dépendrait énormément, et c'est le cas parce que c'est aujourd'hui, ça dépend énormément de mes activités autour. En fait, ce que je fais autour. Si je fais que ça, oui, je pourrais me permettre d'aller en fait plus risqué, parce qu'on va dire que c'est ma seule activité, et j'ai qu'une chose à faire, c'est ça.
Maintenant, si on prend par exemple l'exemple d'aujourd'hui, Ouais. je pourrais aujourd'hui me permettre d'avoir un capital, pour la majorité des gens, absolument monstrueux, avec levier. Mais je le fais pas. Je le fais pas et je décide d'allouer, alors un capital qui est encore une fois pour monsieur, madame, tout le monde absolument énorme, mais allouer un petit pourcentage de mon portfolio capital total parce que je sais que, en fait, les retours sont boostés à la mort parce qu'il y a des effets de levier, mais surtout, je prends pas tout pour le côté psychologique. Pour le côté psychologique et le fait que je sais que je suis, on va dire, pas 120%, j'ai pas que ça. J'ai des activités à côté, mais des activités qui me font kiffer et j'adore cette balance, c'est pour ça que je la fais, sinon j'arrêterai et je ferai absolument 100% que du trading. Mais donc je continue à trader, mais avec un capital avec lequel je suis, on va dire, un petit peu plus confortable et qui vient pas non plus trop me déstabiliser. Quoi. Le juste milieu entre... Exactement. Le juste milieu entre les profits que je génère, ça sert à quelque chose. Je suis pas là à faire... Encore une fois, voilà, mais je suis pas là à faire 10 000 balles par mois parce que c'est vrai que ça va pas faire avancer, je me dis que ça sert pas à grand chose. Donc, assez pour que quand j'ai un bon mois, j'ai un bon mois, mais pas assez pour que si j'ai un mauvais mois, exemple janvier de l'année dernière, où j'avais fait moins 4,5%, un truc comme ça. Bon, c'est un de mes pires mois depuis des années. Mais ça va, on va dire. Et même par rapport à mon portfolio total, les variations qu'il y a, même quand les indices se pètent la gueule, quand les cryptos se pètent la gueule, on va dire que c'est des montants qui sont cohérents par rapport à tout ça. Et ça vient pas me mettre un moins, je sais pas combien, qui vient vraiment, en fait, presque toucher mon ego, tu vois. Je vois. T'es confortable avec la perte. C'est ça. C'est des sommes qui font sens pour moi. Encore une fois, je donne un exemple, mais si demain, dans la journée, je perds 50 000 euros, ça va. Tu vas me voir le soir, tu vas pas savoir que j'ai perdu 50 000 balles. Maintenant, on se voit demain et dans la journée, j'ai perdu 500 000. C'est plus la même. Tu vas probablement remarquer que je suis un petit peu différent le soir. Parce qu'en fait, c'est sur une journée. Il suffit que la deuxième journée soit pareille, ça fait moins 1 million. Tu vois ce que je veux dire ? Là, ça n'a rien à voir. Ok. Et actuellement, là, on est en voyage et tout. Comment tu restes informé de ce qui se passe sur les marchés? Ça va être galère un peu. Non, c'est... en fait, je trouve que ça dépend vraiment d'où tu voyages déjà. La connexion en Chine, c'est singerie. Très compliqué. Donc je pense que ça dépend vraiment du voyage. Ça dépend du voyage, ça dépend de ce que tu fais, ça dépend même aussi de ton mood mental, tu vois. Pour ce voyage spécifiquement, moi je voulais aussi un petit peu souffler, tu vois. Donc là, je reste au courant. Et notamment, alors je pense que c'est plus l'objectif de la question, mais pour rester au courant rapidement, sans pour autant trader, genre plus savoir un petit peu ce qui se passe, pour moi Twitter c'est génial. Pour moi Twitter c'est génial parce que tu suis les bons comptes et tu peux te faire des listes. C'est ça. Donc tu as ton truc principal et après tu as ta liste. J'ai une liste FX, j'ai une liste Invest, j'ai une liste crypto. Voilà. Je peux regarder, je sais plus ou moins ce qui se passe et c'est toujours... si tu suis les bonnes personnes, c'est cool, quoi. Pas mal. Je savais pas qu'on pouvait faire des listes sur Twitter. Ok. Comment tu gères le stress en période de drawdown, toi? Le stress en période de drawdown? Comment tu gères ça? Parce que je suppose que ça doit être des chiffres un peu plus élevés que n'importe qui, donc... J'essaye juste, c'est pas débile comme conseil, mais j'essaye juste de rester calme et en fait de regarder le bigger picture, tu vois, c'est prendre du recul, regarder le bigger picture et pas paniquer. Après, je suppose qu'avec les années, tu as un traffic board qui te prouve c'est ça aussi. Que ça augmente ta confiance sur complètement. Et des périodes comme ça, j'en ai passé plein. Et comme tu sais aussi, je traque absolument tout, que ça soit en trading, mais aussi dans mes finances personnelles. Donc je peux remonter et je peux regarder des moments. Je crois même que je t'avais montré, tu sais, j'avais des mots où je mettais worst month of my life. Je sais très bien comment je me sentais à ce moment-là. Je vois combien d'argent j'avais, combien je gagnais, si j'étais en drawdown, le ci, le ça, je vois absolument tout. Et maintenant, je peux look back et je sais comment je me sentais. Même aussi, ce que les gens peuvent faire, que j'ai souvent fait, c'est des vidéos d'introspection, tu vois, genre des moments où je suis vraiment mal. Je me dis, putain, là, il y a vraiment un truc où j'ai l'impression que c'est différent d'habitude. Je fais une petite vidéo
Ok Elliot, cette vidéo c'est pour toi du futur, etc. Voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, c'est chaud parce que ci, parce que ça, je sais pas ce que le futur réserve, etc. 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 Ok. Ce genre de vidéo, j'y ai toujours accès. Quand je regarde, et c'est le détail qui ressort toujours, c'est que chaque fois que je regarde, genre maintenant 2 ans plus tard, disons, je me dis putain, mais à chaque fois que je fais ce genre de vidéo, j'ai une vision qui est tellement comme ça. Genre, je suis en train de me focus sur, en gros, ce qui s'est passé les derniers 4 jours. Mais si tu regardes bien une vie, ce qui s'est passé les derniers 4 jours, mais on va rien foutre. Genre, c'est tellement long, genre, c'est tellement. C'est comme les données économiques, tu vois. Genre, une donnée économique qui est plus basse que prévu ou plus haute que prévu, c'est pas une tendance. Oui, puis ça annonce pas une récession non plus. Exactement. C'est genre, ça peut être un petit attention, mais c'est pas une nouvelle tendance qui vient se mettre en place. Donc ouais, ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir aujourd'hui, quand il y a des moments un petit peu plus difficiles, je sais que j'ai tendance à mettre plus d'importance sur ce qui s'est passé la dernière semaine, alors que dans 2 ans, je vais dire qu'est-ce qu'on s'en foutait en fait. Donc voilà, j'essaie vraiment de toujours laid back, prendre un recul de ouf. Ok. Ça tombe bien, il y a quelqu'un qui pose une question et qui demande en gros quel pays t'a le plus marqué et pourquoi? Qui m'est le plus marqué? Non, écoute, ça répond pas exactement à la question, mais ce que je trouve être le plus intéressant dans les voyages, c'est pas tant. Alors, je trouve que quand on commence à voyager, on veut chercher le paradisiaque. Tu vois, les cocotiers, le machin, le truc, le ça. Le quoi? Le plus instagrammable, entre guillemets. Voilà. Je trouve, une fois que tu as fait 6-7 pays qui sont dans des continents différents, tu te rends compte que, enfin, c'est la conclusion à laquelle je suis venu, que des belles plages, il y en a partout. À Panama, il y a des belles plages. En Colombie, il y a des belles plages. En France, il y a des belles plages. En Chine, il y a des belles plages. Et belles plages, il y en a partout. La belle végétation, il y en a partout. Les belles montagnes, il y en a partout. Je trouve ce qui fait vraiment la différence, c'est le côté culture, le côté des gens, des personnes, les habitudes, etc. Et ce que je trouve ultra intéressant dans le fait de voyager, c'est en fait, vu que tout le monde est différent, des façons de faire, qu'il y a des cultures qui sont complètement différentes, parfois tu voyages et tu vois quelque chose qui en fait te paraît plus ou moins évident, mais auquel tu n'avais jamais pu penser une seconde avant. Parce que tu l'avais jamais vu en fait. Et on a grandi, on a une éducation, on a une façon de faire les choses qui fait que bah on fait les choses comme ça parce que c'est évident. Je vois. Et après tu vois une autre façon de faire, tu te dis putain mais c'est vrai ça. Et je trouve ça les habitudes d'un pays à l'autre. L'esprit à la mort. Ça ouvre l'esprit à la mort, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je trouve c'est que en voyageant, en allant voir par toi-même, tu peux vachement remettre en cause les narratifs qu'on a pu te dire. Moi, ce qui m'avait choqué par exemple, c'était la Russie. Mec, je suis allé en Russie, donc à Moscou. Je m'attends. À quoi tu penses? Quand tu penses Moscou, Russie, tu penses arriver, les routes elles sont noires, il y a de la neige sur les côtés, c'est très militarisé, c'est. Enfin voilà, tu t'attends à ça. Mec, c'est magnifique. Il faisait méga chaud déjà, il faisait 32 degrés. C'est un climat continental, donc soit il fait super chaud, soit super froid. Et c'est très beau, tu te sens très safe. C'est très libre. Il y a plein de femmes, ça c'est dingue. Le ratio homme-femme, il est complètement déréglé. Ah putain, c'est vrai, ça l'a oublié. Il y a énormément de femmes, c'est une dinguerie. Mais voilà, et en fait, tu vois un truc, et un peu pareil là avec la Chine. On nous met un peu dans le cerveau, enfin, directement ou indirectement, que la Chine c'est l'ennemi, communisme, si ça c'est mal, etc. etc. Oui, un truc qu'on voit souvent aussi, c'est la Chine est représentée comme un pays un peu sale, je trouve. Alors que en vrai, pas du tout. Sale, et j'ai envie de dire presque sous-développé. Genre en mode, tu sais que voilà, ils sont avancés sur certaines choses, mais en y étant là, pas du tout. Mec, c'est. Enfin, encore une fois, par rapport au Japon, par rapport à la Corée et tout, mais ça éteint le Japon, ça éteint la Corée, je suis désolé. Mais vraiment. C'est l'histoire aussi qui est peut-être. C'est ça. Poussée, il y a, récemment et tout, c'est incroyable, mais le côté historique, il est dingue. Il est vraiment dingue. Donc, enfin, bon, bref, donc ça serait plus ou moins ma réponse sur les voyages. Ok. Qualité culturelle. Un autre truc aussi, c'est
c'est un peu en rapport avec ce que tu disais sur le fait d'évoluer, de découvrir de nouvelles mœurs, de nouvelles habitudes d'une culture à une autre. Mais c'est est-ce que toi, tu avais des croyances ou des conseils que tu as déjà entendus à l'époque, donc quand tu avais, admettons, 20 ans, et qui maintenant sont avérés complètement fausses, ou tu as plus cette vision-là maintenant, que ce soit en business, que ce soit peut-être dans la vie de tous les jours, je sais pas, est-ce que ça a évolué là-dessus? Ouais. Ouais, il y a un truc, un genre de... C'est même pas tant un conseil parce que c'est pas, on me l'a pas dit, mais j'en suis venu à cette conclusion. Ouais. Et du coup, c'est devenu une vérité pour moi. Ouais. Et avec le temps, j'ai l'impression que ça change un peu. On t'a dit à 20 ans, vu que j'ai commencé vachement tôt, oui. C'est voilà. Ouais. Pour la majorité des personnes, ça s'applique toujours. Mais une des choses, c'était que quand j'étais plus jeune, on entend toujours que ton network, c'est ton net worth. Oui, je vois. Les gens que tu côtoies, les gens que tu connais, ça va. C'est directement, en gros, ton net worth, ta fortune. Ouais. Et au début, du coup, j'étais très networking, à vouloir connaître des gens et que si, ah putain, je connais ce mec, il a tant d'argent, ou il fait ci, il fait ça. Avec le temps, en fait, je me suis rendu compte que putain, mais j'avais pas besoin de networker en fait. Non, avec les gens, j'en ai rien à foutre. Vaut mieux que je sois tout seul dans mon coin, à faire ce que je sais faire, à baisser la tête et à travailler. Ça m'amène là où je veux. Faire du networking, ça m'amène pas là où je veux. Limite, j'ai l'impression que c'est mieux dans l'autre sens où tes compétences te font connaître. Ouais, c'est ça, tu crées un networking. Parce que tu fais, tu attires les gens au lieu de toi essayer de faire du networking. Donc ça a été une vérité avec laquelle j'ai vécu pendant très longtemps et qui m'a énormément aidé. Et je suis pas du tout networking, et toi-même tu sais. Voilà, même si je connais des gens, etc. Maintenant, ces dernières années, je commence à revoir un petit peu le truc. Parce que je trouve qu'à court terme, oui. Genre pour se construire initialement, oui. On s'en fout du network, taf. Mais après passer un certain niveau... Ouais, quand tu dois build un truc bien plus poussé, peut-être bien. J'ai l'impression que soit ça, ou alors juste que tu veux commencer à diversifier, que tu veux faire un petit peu autre chose, voir autre chose, ou même ouvrir ton esprit sur d'autres choses. Là, je vois de plus en plus la valeur du network, la valeur de voir ce que font d'autres personnes, etc. etc. Et en fait, qui peut t'amener sur d'autres chemins, ou alors même te permettre de t'associer sur certaines choses, etc. Et donc voilà, donc je remets un petit peu en cause cette vérité, même si je trouve que cette vérité est complètement bonne pour un certain moment de ta vie, mais qui est un moment au début. Une fois que t'es gros en quelque sorte, là tu peux network, et ça peut te permettre d'aller chercher plus haut. Mais jusqu'à... j'ai l'impression que même quand tu te débrouilles entre guillemets tout seul, tu arrives à un certain niveau, tu rencontres des gens sans trop faire exprès. Oui, et en fait, tu network sans vraiment le vouloir. Tu cherches pas à network. Comme tu as dit, à un moment donné, les gens viennent à toi. Et puis même, ce genre de network est différent. C'est ça. C'est le cadre est différent, les cercles sont différents, mais c'est pas recherché. C'est pas recherché. Et toutes les personnes que je connais qui sont dans le networking pur et dur, qui du coup sont, c'est pas horrible à dire, mais un certain niveau de développement personnel et qui du coup vont aller networker avec des gens qui sont plus hauts. Ta masse de contacts principalement. Voilà, ça amène nulle part parce que des gens qui sont plus hauts le voient tout de suite et tu t'associes pas avec généralement des gens qui sont pas... qu'un gros poisson entre guillemets. Il y a un gros gap. Il n'y a aucun sens. Puis même niveau, que ce soit financier ou quoi, c'est un écart trop gros pour que ce soit tout. Sachant que tu es rentable en trading et à l'aise financièrement, pourquoi tu continues à vendre des formations, à faire des vidéos sur YouTube? Qu'est-ce qui te pousse à toujours vouloir continuer et à enseigner aux autres? Alors c'est une question qui revient énormément et qui est souvent étroitement liée à une autre question qu'on me pose aussi souvent, c'est si tu es millionnaire, alors pourquoi est-ce que tu continues de travailler? Et c'est une question que quelqu'un qui est millionnaire ne poserait absolument jamais, parce qu'on a très vite la réponse, qui est que je dis toujours, mais trop de travail, tu le travailles, et trop de vacances, tu les vacances. J'ai passé des moments
où j'ai vraiment voulu profiter et prendre vraiment un long temps pour moi, de très longues vacances. Et crois-moi, en fait, à un moment donné, ben, tu te fais chier. Tu te fais chier, l'humain a besoin d'être stimulé. Maintenant, pour ma part, pourquoi le côté éducation, pourquoi le côté accompagnement en trading? Tout simplement, alors je vais envie de dire par flemmardise, mais c'est le business model qui se marie le mieux avec mon activité. Ce qui se marie le mieux avec mon activité, ce serait avoir un fonds d'investissement, ce serait enseigner ce que je fais, partager des rapports économiques parce que c'est ce que je fais dans tous les cas. Et on va dire, donc c'est vraiment un business model qui est complètement différent. Le trading, on va vraiment chercher une performance, un profit. Avec l'accompagnement, l'objectif déjà, il est plus profond. Il y a certaines personnes qui me reprochent, par exemple, parfois de ne pas avoir notamment ma mère plus au début, mais de ne pas avoir de purpose, de servir à rien. Parce que tout ce que tu fais, c'est t'enrichir toi-même quand tu trades. Ce qui est un peu vrai, même si j'ai fait une vidéo qui apparaît ici, où j'explique vraiment l'intérêt d'un trader. Le côté accompagnement vraiment me remplit. Alors parfois, il y a des petites choses qui sont chiantes, mais encore les choses qui sont chiantes, je les ai vraiment déléguées. Mais donc, c'est vraiment quelque chose qui me remplit, qui me fait kiffer, qui est aussi rentable et qui se marie, mais parfaitement avec mon activité. On va dire, je fais peu de travail en plus et tout ce qui est vidéo, etc., c'est vraiment quelque chose qui me plaît. En fait, c'est quelque chose qui me plaît. Si ça me plaisait pas, je l'arrêterais tout de suite. Donc ouais, mais je veux faire d'ailleurs une vidéo à ce sujet sur tout le côté éducation, formation, au niveau trading ou autre, parce que ça fait longtemps que je suis aussi dans ce space. J'ai énormément de choses à dire. Il y a beaucoup de bien, mais il y a aussi beaucoup de pas bien. Et ouais, je pense que je veux même en faire une vidéo à part entière à ce sujet, quoi. Alors j'ai une autre question qui peut être vraiment intéressante, voir si tu ferais les choses différemment ou pas. Si tu devais tout recommencer demain, qu'est-ce que tu ferais de différent? Genre dans ton business, dans ta vie perso et dans tout ce que tu as construit, tout ce que tu as build aujourd'hui. Alors honnêtement, ça peut paraître prétentieux, mais j'ai fait très peu d'erreurs. Donc il n'y a pas un truc que je changerais drastiquement parce que j'ai fait une erreur monumentale qui m'a coûté je sais pas combien, etc. Mais, donc c'est pas, on va dire, une erreur négative. Cependant, quelque chose dont je me suis rendu compte avec le temps, c'est que ce qui te coûte le plus cher tous les jours, c'est, imaginons tu fais 5 000 € par mois, ce qui te coûte le plus cher, c'est pas dépenser de l'argent dans un loyer qui est trop cher. Ce qui coûte le plus cher, c'est pas dépenser dans des restaurants. Ce qui coûte le plus cher, c'est pas avoir l'information sur comment faire 20 000 par mois. Parce qu'en fait, indirectement, ça te coûte 15 000 balles par mois, tous les mois. Et donc au final, ça te coûte 180 000 € par an de pas savoir faire 20 000. Parce que tu sais que faire 5 000, tu vois ce que je veux dire? Et ouais, peut-être c'est l'erreur que j'ai faite, où j'aurais au début peut-être pu aller plus vite. Directement quand tu étais déjà super jeune, genre ouais, bah alors je suis déjà allé très vite, mais voilà, c'est pour ça. Je suis déjà allé très vite, mais en re-regardant, j'aurais pu aller encore plus vite. À des moments en fait où je me disais que genre j'avais fini le game, genre. Je me suis dit putain, à mon level là, je suis max. Et du coup, voilà. En fait, la manière dont j'ai fonctionné, c'est vraiment très souvent des grosses périodes de travail, augmentation. Et puis après, pas un plateau financier, mais un plateau dans l'effort. Et donc ça a continué. Mais en fait, et donc j'ai réussi à garder un truc qui est exponentiel et qui est génial. Mais au tout début, peut-être que j'aurais pu aller un peu plus vite. Du coup, là, on est passé par Tokyo, Séoul et Shanghai. Et Osaka. Et Osaka, bien évidemment. Lequel de ces trois pays, enfin de ces trois villes plutôt, enfin de ces 4 villes, t'ont le plus plu? Et c'est quoi du coup la prochaine destination pour toi que tu penses faire? Est-ce que ce sera plus un voyage business ou ce sera plus un voyage chill comme ça, relax, avec ta meuf ou entre tous ces endroits-là, Shanghai est au-dessus de 300%, je trouve, perso. Pourquoi? Ça éteint Tokyo, ça éteint Osaka, ça éteint... En fait, dans tous les points, dans le sens où développement de la ville, rien à voir. Genre beauté de la ville, Tokyo, c'est que des petits bâtiments bas, parce qu'ils ont des séismes tout le temps, donc ils peuvent pas construire haut. Donc dans ce sens-là, c'est pas si impressionnant.
Alors après, t'as pas besoin de la hauteur pour que ça soit impressionnant. Paris, Ouais. c'est pas haut, mais c'est des bâtiments haussmanniens, c'est Ouais. magnifique. Tokyo, niveau architecture, c'est pas non plus ça. Ouais. Donc le seul truc qui est stylé, c'est ce côté un peu cyberpunk. Bah, c'est la, ouais, néon. voilà, c'est la, Voilà. la culture Bon, très ok. manga et tout. Voilà. Culture manga et tout, je suis pas fan. Qui est juste différente. Ouais. Et vraiment, c'est pas comme d'habitude. Mais Ouais, si c'est ça. t'accroches pas à truc manga, C'est ça, non tu mais captes donc pas la vibe. super cool parce que c'est différent. Ouais, ouais. Mais est-ce que tu trouves genre waouh, c'est trop beau? Non. Mm. C'est les néons et tout, c'est cool. Séoul, un peu le même délire, je trouve. Un peu Ouais. le même délire. Et tout ce qui est genre temple, tout ce qui est historique, Mm. c'est sympa. Je trouvais ça sympa parce qu'encore Ouais. une fois, c'est différent. Mais Shanghai, Ouais, ça met une vraie au claque. niveau ville, c'est énervé. Ouais. T'as les bâtiments les plus hauts du monde. Mm. Au niveau architecture, c'est aussi incroyable. T'as Ouais. le moderne, t'as l'européen, Mm. t'as l'américain, genre style un peu new-yorkais. Ouais. T'as le style londonien, t'as le style, même un peu le style parisien, Mm. des quartiers un peu haussmanniens, etc. C'est magnifique. Plus les le parcs, style, c'est magnifique. plus le style très futuriste avec les grandes tours immenses, Exactement. les néons et tout. Moi je trouve que c'est un mélange entre Dubaï, Londres, New York, Paris, Chine aussi. Ouais, bien évidemment. Mais voilà. Et on retrouve aussi ce délire un peu Tokyo et Séoul qui est les néons, machin. Ouais. Il est là aussi. Mm. Et le côté historique. Toi, tu te dis, ouais, alors c'est peut-être comme Dubaï et tout est neuf et il n'y a pas trop de, comment on dit, de cœur, de soul. Ouais, Mais ici, les temples, c'est magnifique. C'est encore plus énervé Super qu'au beau, Japon. ouais. Tout en fait. Et C'est tu tout en sens mieux. que l'histoire est beaucoup plus Travaillé. présente aussi que Présente et Tokyo travaillée. et Et je trouve l'histoire Séoul. de la Chine, et c'est marrant parce que je m'en rendais pas si compte. Mm. Mais en fait, putain, ils sont beaucoup plus développés. Hein. fascinante. Ouais. Tu vois, genre comparé à l'Amérique latine. Bon, Ouais. l'Amérique latine, ils ont pas tout le temps été dans la survie, mais. Ouais. Bon. Bah c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'en Amérique latine, les seuls trucs qui est vraiment de culture, c'est ce qui s'était passé avant. Ouais, Par mais exemple, il y a avant, les genre, 7 merveilles du vraiment- monde, Exactement. mais c'est avant. Aujourd'hui, Ouais, non, non. à part des cultures un peu maya et des trucs comme ça, il n'y a C'est ça, pas mais grand ça, chose. c'est vraiment à l'époque, quoi. C'était vraiment, ouais. Et donc, non, franchement, Chine, incroyable. Mm. Vraiment agréablement surpris. Et je suis curieux qu'il n'y ait pas plus de tourisme en Chine. Ouais. Bah après je pense parce que les gens ont cette vision que ça soit Ouais, vachement ouais. fermé. Mm. Quand je l'ai dit à ma mère, elle m'a dit bah oui mais en même temps vu la complexité pour avoir un visa, je lui ai dit mais il n'y a pas de visa quand t'as un Ouais, passeport c'est- français. ouais. Ah, Et même passeport toi, anglais. t'as pas le passeport anglais et pourtant t'as pas galéré. Passeport hein. anglais, ça m'a pris 10 jours à avoir un visa quoi. Voilà, c'est ça. Ultra simple, c'est beaucoup plus simple que d'aller aux États-Unis. Hein. Ouais, avec les Par- stars et tout, galère. Ah Ouais. ouais, vraiment. Ouais. Donc non. Et puis tu vois si je devais revenir à un endroit, je vois pas pourquoi je retournerais au Japon, Mm. ni en Corée, mais Ouais. la Chine, bah en fait déjà il y Surtout a que la plein de Chine, villes, c'est immense. C'est ouais, ouais. immense. Ouais, mais ça a l'air énervé. Hein. ouais. Ouais. Il y a l'air vraiment d'y avoir plein de choses, c'est putain, Ouais. c'est impressionnant. Franchement, ouais. Mais du coup, ça me fait soulever une autre question. Si ici, il y a toute cette culture que tu as l'air de vraiment apprécier, que ce soit l'ambiance new-yorkaise, London ou alors tout simplement Paris, à Panama, il n'y a pas tout ça. Non. Il n'y a pas tous ces luxes, tous ces trucs, toute cette culture même. Ouais. Alors pourquoi tu kiffes autant Panama? Pourquoi tu aimes autant rester à Panama? Sachant qu'il y a vraiment, tu es loin du monde. Tu avais déjà dit que tu aimais rester dans ta bulle, que tu n'avais pas Ouais. besoin de networker, etc. Mais pourquoi tu t'obstines Bah, à vouloir je rester à trouve que Panama? c'est quand même une belle ville. Ouais. C'est quand même une belle ville. Il y a les hauts buildings, il y a les machins, il y a les trucs. Il y a aussi le côté tropical. Ouais. Et je trouve que c'est l'écosystème est C'est un vraiment bon bien mashup. fait. Ouais, un bon mashup. Ouais. Ouais, un bon mashup. Tu vois, il y a encore là, il y a 2 jours, il y a Julien qui m'a envoyé une vidéo. Ouais. Il s'est mis à faire de l'apnée et tu sais, à pêcher au harpon. Ouais. Et ben il paye un petit pêcheur, genre en bas, au bord de la mer, Ouais. pour l'emmener derrière les îles Taboga. C'est à 30 minutes de bateau, Ouais. avec sa meuf qui pêche depuis le bateau, et lui qui descend avec le harpon chercher des poissons. Avec que Et là-bas, après tu il peux revient faire en ça. ville. Mais c'est Ouais, en ouais. mode tu travailles le matin, Ouais. tu pars à 14h, tu fais ça, tu reviens à 17h. C'est incroyable. je Ouais, trouve. ouais. C'est incroyable et il y a vraiment ce truc, tu vois, genre là, la nature elle est vraiment contrôlée quoi. Ouais, ouais. Vraiment contrôlée. Et genre par exemple là, la Chine, contrairement à Panama, pour moi la plus grosse différence, ça serait que là on voit bien, mais tout est contrôlé à la mort. Ouais, bien Il y a sûr, des ouais. caméras partout, tu fais pas Ouais. ce que tu veux. Tu fais pas ce que tu veux et tout est vraiment carré. Mm. Ce qui a ses avantages mais aussi ses inconvénients. À Panama c'est l'inverse. Ouais, ouais. Tu fais ce que tu veux quand tu fais veux ce où que tu tu veux, veux, c'est GTA. Et surtout que, comme on disait, genre, il y a la ville qui est quand même développée, bien comme Ouais, il faut. bien sûr. Et il suffit que tu prennes, genre, tu prends un bateau à 30 minutes de bateau, t'es dans une île paradisiaque, Ah ouais, tu fais non, 2 c'est heures de dingue. voiture, tu fais 45 minutes d'avion,
Ouais. T'es sur des endroits mais paradisiaques que tu verras nulle part ailleurs, quoi. Ah, complet. Et puis en plus, il n'y a pas grand monde. Je trouve ça Ouais, très c'est très, apaisant. très calme, tu vois. ouais, très Genre calme. là, récemment, on est toujours. Il y a beaucoup de monde, il y a ci, il y a. Ouais. Ah, c'est chiant. Et il y a un truc aussi que je disais avec Flo, c'est qu'à Panama, c'est un peu comme une bulle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit, il n'y a Ah ouais. rien. Genre Panama, Il se passe rien. c'est vraiment un havre de paix, il se passe rien. Donc t'es bien, t'es tranquille, Bah, très c'est- retraité. Pour moi, en c'est fait. un peu l'équivalent de la Suisse, Ouais, mais en Amérique latine. c'est ça, ouais. C'est Exactement. la Suisse en Amérique latine, tout est chill, tout est tranquille, il n'y a jamais de problème. Ouais. Tu sais que. Moi-même, j'ai ce sentiment à chaque fois, je passe le pied de la douane à Panama. Ah, je sais qu'il n'y a pas de problème. Ouais, Et s'il y en a un, il est réglable comme ça. ouais, directement. Ouais. Ou aussi Tout quand, est quand ça. tu arrives en Uber et que tu vois directement vois la les ville. hautes tours en face, tu te dis là on se sent chez soi. Ah, Mais en fait, pour le comprendre, il faut le vivre. En fait, il faut y aller pour comprendre cette vibe. C'est vrai qu'on peut pas comprendre dès le début. Dire ouais, à Panama, c'est le ghetto et tout. Alors que non, en vrai, non, pas du tout. ouais, non, mais ouais, franchement, c'est. Non. C'est-à-dire, c'est comme.